fait, on part de ce matin où on parlait du tourisme, on parlait de la clientèle touristique qu'on a pu découvrir à travers un sondage et de voir comment le Vieux-Montréal se définit par rapport à ce tourisme qui, lui, est en partie extérieur. Quelle est sa nature? Comment les acteurs du Vieux-Montréal ou ceux qui observent ou qui aiment le Vieux-Montréal peuvent composer avec le tourisme? On a deux conférenciers, deux participants qui étaient là ce matin, donc je n'ai plus à présenter, M. Pelletier et M. Arsenault, et on a trois nouveaux venus que je vais vous présenter. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais parler 5 minutes avec eux pour qu'ils puissent aussi exprimer les idées forces qui sont les leurs. Puis ensuite, on partira l'échange entre les panélistes, puis ensuite, vous embarquerez dans le débat avec vos questions et vos commentaires. D'abord, Paul Simier, qui est un vieux, excusez-moi pour le mot vieux, mais un vieux pro du journalisme de tourisme. C'est un pilier dans le domaine, qui a écrit dans de nombreuses publications et qui, entre autres, est le fondateur de Tourisme Express. Ensuite, Diane Solomon, qui est la voisine du Centre Phi, qui est chef et cofondatrice, copropriétaire de Olive et Gourmando, qui est juste de l'autre côté de la rue. Et donc, qui a une longue expérience par sa pratique du Vieux-Montréal et qui l'a connu dans toutes ces étapes des 20 dernières années. Puis enfin, François Lacourcière, qui est vice-président et associé principal de Sidley, une boîte qui fait de la publicité, qui fait du marketing, qui est établie dans le Vieux-Montréal, qui a eu aussi des clients associés au tourisme et donc qui a une connaissance dans la vie, mais aussi dans la pratique professionnelle de ce que peuvent être les problèmes associés au tourisme dans le Vieux-Montréal. Et donc, je vais commencer petite conversation juste pour lancer des idées, puis ensuite, on rattrapera la balle. Je commence par Paul Simier. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas un gars du Vieux? Je n'habite pas dans le Vieux-Montréal. J'habite à quelques stations de métro du Vieux-Montréal, dans un quartier qui n'existe pas officiellement, qui est une enclave entre Outremont et le Plateau, qui s'appelle le Mylan. Et depuis 35 ans, il y a 35 ans, quand j'y suis arrivé, la référence pour définir ce bout de quartier, que j'appellerais le quartier, c'était les agents d'immeubles qui l'appelaient Outremont adjacent. Donc, ce n'est pas tout à fait Outremont, c'est à côté, mais ce n'est pas tout à fait Outremont, mais c'est autre chose. Et puis, il y a 35 ans, j'y suis arrivé, j'y suis encore. Et c'est un quartier qui n'est pas touristique. Et qu'il est devenu, mais qui n'en porte pas le nom ni l'attribution non plus. Depuis quelques années, les agents d'immeubles disent Mylan tout court dans leurs annonces. Et puis, pour des maisons à vendre en périphérie, c'est devenu Mylan adjacent. Alors, ça vous situe un peu les lieux où je vis. Ce lieu-là est particulier, ces lieux-là sont particuliers. Dernière soirée d'Halloween, l'un de mes voisins a recensé à sa porte 850 enfants qui se sont présentés pour venir chercher des bonbons. Il n'y a pas sur la rue 850 enfants en âge de passer l'Halloween. C'est devenu la rue, en particulier cette rue-là, du Mylan, la rue où il faut aller le soir d'Halloween. Il y a quelques années, une consoeur de M. Dubuc, dans son journal, dans sa chronique, racontait sa soirée de la Saint-Jean. Et elle s'était ennuyée à une fête sur la rue dans Outremont. Et là, après, en fin de soirée, nous sommes allés nous encanailler dans le Mylan. Encanailler, ça veut dire aller chercher une ambiance. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce quartier enclave entre Outremont et le Plateau? Rien. Sinon, des belles maisons. Des jardins côté rue, où les gens ont plaisir à entretenir leurs fleurs. Côté rue, sur la rue, il y a aussi de grands érables et une atmosphère et des gens qui se connaissent, qui aiment habiter là, qui se parlent, qui s'échangent des choses, qui vont au café voisin, un café Olympico sur la rue Saint-Viateur. Et maintenant qu'il y a trop de monde à venir d'un peu partout, de tout Montréal pour venir prendre un café à l'Olympico,
les résidents du quartier ont migré à un coin de rue. Ils sont allés au club social italien, où on sort, oui, sur la terrasse, il y a des bancs, on s'installe, on jase, tout le monde parle, il y a une atmosphère de voisins. On sert aussi de l'alcool, mais il faut être membre. Il faut payer une cotisation au club, autrement on n'a pas le droit de se faire servir. Donc ce n'est pas un endroit où on va boire, forcément. Mais est-ce que Une ambiance. ce que vous décrivez, c'est une ambiance et un vrai quartier, avec une vraie vie, et ça a un effet d'attraction sur les autres. Mais jusqu'où peut-on étirer la recette au Vieux-Montréal? On ne l'étire pas, on ne la crée pas. Ce sont les résidents qui vivent, tout simplement. C'est une ambiance, un art de vivre, une façon de vivre. Et le résultat, c'est que Mile End est devenu un quartier touristique. En haute saison, quand il fait beau à Montréal, on voit passer des groupes guidés, à pied, à vélo, reconnaissables parce qu'ils ont un dossard, parce qu'il y a un guide, etc. Et ils s'arrêtent devant les maisons et le guide leur raconte toutes sortes d'affaires. Il y a aussi des individuels qui ont lu ça dans le guide du routard, sans doute, parce que ce sont des Français, et qui m'interpellent, qui me disent « Ah, combien coûte la maison, là, pour avoir une idée? Excusez-moi, mais est-ce que ce genre de questions-là se pose? Mais combien ça coûte ici ?» Parce qu'ils ont l'impression de trouver un lieu à Montréal où ils semblent bon vivre. On les retrouve aussi dans deux adresses mythiques du même quartier, comme Mile End, c'est-à-dire Bagels Aviateur et Bagel Fairmont, qui sont des passages obligés. Et maintenant, à côté du Bagel Fairmont, vous avez un marchand de crème glacée où il y a une file de dizaines et parfois de dizaines de personnes qui attendent d'être servies parce que leurs produits semblent exceptionnels. Et les bancs autour sont occupés. C'est devenu la place du village. Et ce quartier-là, qui était à l'abandon, ces deux rues-là, Fairmont et Saint-Viateur en particulier, où les commerces vivotaient, ont connu un regain d'activité depuis l'implantation d'Ubisoft, c'est-à-dire une entreprise avec un certain profil d'employés qui sortent par dizaines, par groupes, et qui vont se répartir dans tous ces commerces-là, ces petits comptoirs de bouffe, et rentrent chez eux travailler. Et puis, mais ils ont un certain profil, un certain âge, et puis ça crée aussi quelque chose de particulier, c'est-à-dire, en dehors de la fin de semaine, le quartier vit grâce à ces gens-là. Je ne sais pas si on peut copier la recette, mais la recette n'existe pas. C'est né d'abord des gens, des résidents. Nous, qui vivons là, on s'est battu. Il y a une association de résidents du quartier qui a demandé des comptes depuis longtemps à la municipalité, qui a demandé à la municipalité de fermer une ruelle où on pouvait passer en voiture, une auto qui a accroché le fils de voisin. Et on dit, ça suffit. Et cette association de résidents du quartier continue d'assumer ses droits à une vie de qualité. Et c'est ça qui attire les gens, c'est-à-dire une ambiance et des gens qui se sentent bien entre eux. C'est ce témoignage-là que je voulais en premier lieu apporter. Et puis je vais voir, après ça, on va faire un témoignage avec le vieux, qui a une histoire et une nature différente pour voir jusqu'à quel point il y a des similitudes et des différences. Diane, ça fait 20 ans dans le vieux. Presque, Donc, 18 ans. Ça fait une tranche d'histoire du Vieux-Montréal. Oui, excuse-moi, mon français est quand même comme ci, comme ça, mais je vais débrouiller. C'est 18 ans, on est là, et surtout, ce coin de Le Vieux était complètement abandonné. Notre place où Olivier Gomando est, c'était vide pour 10 ans qu'on a pris. C'était vide. La place en face, c'était vide. Toute notre rue entre Saint-Pierre et McGill était toute allouée, abandonnée. On avait les choix entre 5 locales. Et en fait, c'est le monsieur qui était le propriétaire de notre bâtisse qui est venu sur la rue et nous chercher quand il voyait qu'on cherchait quelque chose. C'était comme ça. C'était vraiment quelque chose.
On arrivait là, à part de Titanic, on était les seuls dans les coins qui faisaient d'autres choses à part de hot dogs et hamburgers en McGill. Et on a vu vraiment un énorme changement, très intéressant parce que, en fait, tout qui était construit dans cette partie, c'était aucunement touristique, commercial, comme on comprend du tourisme. Je vais dire quétaine, excuse-moi, mais c'est très quétaine. Mais comme on ne cherche pas des touristes pour vendre les choses trop chères et pas bien faites, clichés. C'était vraiment comme le spot que le monde était parce que c'était moins cher. Et aussi un peu à l'aventure. Comme le monde qui voulait aller dans ces coins, c'était le monde qui cherchait d'autres choses. Le vieux, qui voyait les super belles bâtisses, mais qui disent, bon, c'est vide, c'est bizarre, c'est tellement beau ici. Et le monde marchait, et comme nous, on était très jeunes, on a dit, bon, c'est pas cher, on va aller là. C'était vraiment pour ça, on a choisi beaucoup. Et après ça, comme les sortes de hotels qui sont installés aussi, Hôtel Saint-Paul, c'était le premier, voulait faire quelque chose autrement que qu'est-ce qui existait un peu à Montréal à date. C'était vraiment comme chercher une autre clientèle. C'était la première boutique hôtel aussi à Montréal, qui est vraiment faite comme un peu à New York, qui cherchait aussi un restaurant, voulait faire comme un restaurant de destination avec Claude Pelletier. C'était tout un autre esprit, une autre façon d'attirer d'autres mondes et aussi attirer le monde qui voulait travailler et vivre dans ces coins ici. Pas juste créer une sorte de... On vend des T-shirts, néons, Eskimo, je ne sais pas quoi, mais c'était vraiment pour faire d'autres choses que j'ai trouvé ça très, très intéressant dans ces quartiers ici. Mais au départ, ce n'était pas dans un objectif Non. touristique. Non, c'était juste le monde qui voulait créer une sorte d'ambiance, d'autres ambiances. Beaucoup de monde jeune, beaucoup d'entreprises jeunes, beaucoup d'artistes. C'était le monde qui cherchait une alternative de le reste de le vieux, qui en fait, on faisait ça, on a créé comme une communauté très intéressante, unique aussi, qui continue à attirer d'autres mondes qui font des choses différentes. Pas des chaînes, c'est comme maintenant on a un Starbucks, mais ça c'était comme je pense l'année passée. Ça commence sur McGill. Mais c'est sûr parce que les chaînes voient ça, un peu comme en face de Joe Beef, qui est vraiment étonnant, qui a dit maintenant on installe. Mais eux attendent pour le monde créer cette ambiance en premier et après eux mettre leurs choses. Mais c'était pas ça, c'était vraiment les entreprises vraiment individuelles. Est-ce que vous avez une clientèle touristique? Maintenant, oui. Vous êtes dans les guides. Excusez-moi? Vous êtes dans les guides. Oui, ça commence. Et pour moi, ça, c'est intéressant parce que c'est un peu le même sujet que toi, tu parlais. Ça, c'est un peu par hasard, je pense, parce que en fait, c'est pas ça on fait, on cherche pas ça. C'est juste on est juste une vraie resto. Et je pense que le monde, les touristes, comment je peux dire? I think we dumb down tourism a lot. We treat tourists like they're stupid. En fait, le touriste vient dans une ville pour voir comment on vit dans cette ville. Elle ne veut pas être vendu quelque chose qui n'est pas vrai. En fait, elle cherche quelque chose de vrai. Et je sais, quand moi, je voyage, c'est exactement ça, je cherche. Airbnb, ça marche tellement bien parce que le monde veut vivre dans un quartier. Vivre une vraie expérience. Et je pense que si ce côté de le vieux marche maintenant touristiquement, c'est parce que c'est une vague d'aller envers ça que le tourisme cherche une vraie expérience. Et la vraie expérience de le vieux, malheureusement, maintenant, c'est un peu plus dans ce côté ici. C'est dommage parce que le côté à Est est aussi belle, aussi de potentiel. À côté de l'eau, ça doit être la plus belle rue de la commune en Montréal. On a les terrasses magnifiques, mais c'est pas ça le cas. Mais ça doit être ça. C'est dommage que c'est pas ça, je trouve. Vous, votre expérience du Montréal est tout à fait différente parce que c'est une entreprise qui s'établit. Oui, effectivement. Sidley a ses bureaux à la Cité du Multimédia et avant avait ses bureaux plus à l'est, au coin de Berry et de la commune. Incidemment, juste pour la petite histoire, le Vieux-Montréal a quand même défini notre culture d'entreprise. Puis un peu à votre point tantôt,
Nos employés n'avaient pas d'endroit pour aller dîner rapide, que ce soit un restaurant plus haut de gamme ou peut-être plus un fast-food. On a créé notre propre petit endroit pour offrir le déjeuner à nos employés, parce que sinon, on devait marcher beaucoup pour aller dîner. L'hiver, c'est un peu plus compliqué. Et aujourd'hui, on a pratiquement un restaurant interne pour nos employés avec le déjeuner parce que l'offre n'était pas suffisante. Peut-être qu'aujourd'hui, quand on s'établirait, on n'aurait pas... par nécessité, créé ça, mais le Vieux-Montréal nous a influencés. Mais on dirait ce que j'entends, puis il faudrait peut-être mettre un mot là-dessus, mais je pense que c'est ce que les gens disent jusqu'à maintenant. Quand on m'a invité ici, on m'a dit le sujet, c'était le tourisme pour le Vieux-Montréal. J'ai pas été choqué, mais en même temps, je dis j'ai l'impression que le Vieux-Montréal a évolué, est ailleurs. Puis effectivement, c'est tentant de se définir en fonction de la clientèle majeure, en volume, qu'il est 60 %, peu importe. Mais ce faisant, je pense qu'on tue la poule au jeu d'or. Et le Vieux-Montréal doit plutôt se définir par un style de vie de la clientèle locale. Et c'est ce que la clientèle locale va venir chercher de toute façon pour plusieurs raisons. D'abord, oui, il y a l'authenticité de l'expérience, mais le Vieux-Montréal, en prenant de l'expansion, doit avoir de la densité et de la vitalité. C'est plusieurs portes avec des commerces qui ont de la vitalité. Et c'est un plus gros territoire à couvrir. Maintenant, avec le CHUM à l'est, puis Griffintown à l'ouest. Et on peut imaginer que la rue Peel va avoir un peu le même essor que la rue McGill là, en allant vers l'eau. Donc, le territoire à couvrir en termes de densité, de commerce, de vitalité devient plus grand. Et les commerçants, un mauvais mois ou 2 mauvais mois, parce que la clientèle touristique n'est pas présente, ça peut tuer l'année. Donc, je pense que c'est le 20 % de plus de la clientèle locale qui fréquenterait le quartier du Vieux-Montréal à cause du style de vie. Oui, il y a du patrimoine, mais je pense que je ne m'intéresserais pas beaucoup à pourquoi les gens viennent. On peut refaire une recherche dans 10 ans encore, puis on va savoir encore que c'est à cause du patrimoine. Puis là, on va se dire peut-être que ça a baissé, mais si ça a baissé, c'est parce que peut-être les gens viennent faire autre chose. Puis si un jour, il y a de 10 à 8 % pour l'Église, mais c'est parce que les gens vont faire 6 activités, 7, 8. Fait qu'intéressez-vous, pas nécessairement pourquoi les gens viennent, mais pourquoi les gens restent et pourquoi les gens reviennent. Et s'intéresser pour que les gens restent plus longtemps parce qu'ils vont dépenser plus. Et ça, c'est la diversité, la vitalité de l'offre. Puis le futur, pour nous, travailler avec... On a une division d'architecture, puis il y a des gens qui sont propriétaires de bâtiments qui veulent créer de l'attrait et de la valeur pour le bâtiment parce qu'il est fréquenté. On est en manque d'opérateurs. Ça prend des projets qui sont un peu atypiques, souvent des projets hybrides, un café avec une boulangerie, un endroit où on répare des vélos, où on sert des cafés, où on peut prendre une douche, où on peut dormir. Ces opérateurs-là qui vont arriver avec des concepts inusités, il faut être capable de les accueillir parce que vous allez être victime, vous l'avez dit tantôt, des grandes chaînes. Dès qu'il y a 10 000 personnes qui passent par jour, mais ils vont ouvrir. Fait qu'ils vont avoir des Subway, il va y avoir des Starbucks. C'est assez simple. Mais il faut se préserver puis arriver à l'avance, puis attirer une faune d'opérateurs, puis les encourager, les opérateurs, à partir d'une entreprise, s'assurer qu'il y a du financement pour eux, mais sans des opérateurs de projets uniques, hybrides, qui vont être encouragés par d'autres opérateurs existants de partager l'expérience. C'est comme ça qu'on va garder une vitalité dans le quartier, parce que vous êtes condamnés à cause de la croissance du quartier, de sa densité, de son expansion, à accueillir de nouveaux opérateurs qui ne seront pas des grandes chaînes. Sinon, c'est la fin, je pense, tranquille du Vieux-Montréal. Vous avez tous remarqué quelque chose? Qu'il y a une convergence évidente entre ces 3 points de vue. Est-ce que c'est un hasard ou s'il y avait un plan machiavélique de la SDC qui a organisé cette rencontre? Il doit y avoir de ça aussi, il y a une volonté derrière, mais je constate qu'il y a, avec des expériences très différentes, ça mène à peu près au même endroit, c'est-à-dire milieu de vie, authenticité, et que c'est le milieu de vie qui crée le ferment sur lequel le tourisme peut mieux se développer et être concilié au reste des activités. Je vais demander maintenant à ceux qui nous ont fait des présentations ce matin, qui ont un regard extérieur sur les choses, si cette espèce d'enlignement des astres qu'on sent va dans la bonne direction. Je ne suis pas placé pour le dire, évidemment, je ne suis pas du quartier. Mais les leçons qu'on peut tirer de ceux qui ont moins bien réussi, on m'a posé une question tout à l'heure à propos d'un autre quartier de Montréal. Et ce qui est clair, c'est que la recette entre résidents, commerce de proximité, lieu de travail, lieu habité, cette recette-là, c'est un équilibre à trouver. Ça amène nécessairement, puis je vais peut-être y revenir cet après-midi, ça amène nécessairement des tensions, des arbitrages.
Mais ce qu'on peut apprendre, à tout le moins, de ceux qui ont raté un peu le coup, puis on a tous en tête des artères de Montréal où c'est beaucoup moins dynamique, et des quartiers où c'est beaucoup moins dynamique que ça a été, c'est ceux où on privilégie exclusivement ou prioritairement une des parties prenantes au déficit ou au détriment des autres. Et j'aime de l'intervention, de vos deux interventions, de dire oui, c'est sûr que les Starbucks vont arriver. À partir du moment où il y a un volume de vente possible, ils vont arriver. Il ne faudrait pas que tout passe à la chaîne. Il faut cet équilibre-là. Il faut une volonté. Ça prend une volonté de la SDC, ça prend une volonté de l'arrondissement, ça prend une volonté politique. Vous savez, c'est un peu le paradoxe. On discutait à la pause, est-ce qu'il y a 5 000, 6 000, 4 000 habitants dans le Vieux-Montréal? Assurément, si on recule voilà 20 ans, il n'y en avait pas 1000. Ça, on en est convaincu. Et je m'amusais, et c'était prévisible d'entendre, je m'amuse, et c'est pas drôle, les résidents du Vieux-Montréal dire « Oh, les bars, la nuit, ça fait du bruit, ça dérange, les touristes qui arrivent, l'hôtel, éméché, la nuit, ça nous empêche de dormir. » Et je les comprends, mais ils font partie de cette dynamique-là parce qu'ils sont arrivés à se développer des choses desquelles ils profitent. Est-ce qu'ils ont raison de se plaindre? Peut-être. Est-ce qu'il faudrait tout faire et dire, bien, il n'y aura plus de bruit dans le quartier, il n'y aura plus de... Puis on ferme les bars et les commerces à 8 heures le soir et on arrête. Et c'est là qu'on vient casser cette dynamique-là. Je pense que le Vieux-Montréal est condamné à être touristique. Rappelons-nous son historique touristique qui était d'une laideur incommensurable, la rue Saint-Paul qui était le souk le plus immonde et, je veux dire, cheap, mais cheap, c'était inimaginable, et ce qui n'est absolument pas l'image du quartier actuellement. Il faut la préserver, mais il ne faudrait pas qu'aucun des joueurs ou des parties prenantes soit avantagé. Et cet équilibre-là, cette tension-là est nécessaire. Le point de vue que je vais vous exprimer vient du fait que ça fait 25 ans qu'on a nos bureaux dans le quartier. Et quand on est au coin de Berry, presque en haut, là, Berry-René-Lévesque, et quand, au cours de l'été, des groupes de touristes, on les voit passer, là. Il y a une piste cyclable qui est plus achalandée que la rue Berry. Quand on voit des touristes qui sont rendus là, on sait qu'ils sont perdus, là. Ils sont complètement... complètement à l'extrême est de la carte. Il faut la tourner de bord, là, pour qu'ils... Et... oui, je constate que des attraits touristiques, c'est ce qui fait déplacer les gens. Des événements, c'est ce qui fait déplacer les gens. Mais par-dessus tout, il y a la notion d'accueil. Je pense que le Vieux-Montréal doit se distinguer par la capacité d'accueil, la compétence à accueillir des gens qui y vivent, qui y travaillent, ajoute à la différence de ce quartier-là par rapport aux autres. Les gens qui viennent nous visiter, c'est des gens qui se sont, depuis probablement assez longtemps, quelques mois, se sont mis en mode récompense, en mode découverte, en mode... Ils sont attentifs à ce qui peut leur faire plaisir, à ce qui peut leur faire du bien. Donc, toute forme d'irritation va atténuer la magie du voyage. Il y a une foule de moments magiques qu'on peut rencontrer en se promenant dans le Vieux-Montréal. Et ça ajoute à la valeur touristique de ce produit-là. Donc, je cherche des journées atypiques, des journées qui ne ressemblent pas à mes journées habituelles. Mais il y en a plein dans le Vieux-Montréal. On intercepte des voyageurs quotidiennement à l'aéroport de Montréal pour les interroger sur ce qui les fait voyager, ce qui les fait demeurer plus longtemps à un endroit. Et dans le contexte actuel, demeurer plus longtemps à un endroit, pour un tourisme étranger, c'est complexe. C'est associé à un séjour, un forfait qu'il a acheté, qui est difficilement déplaçable. Donc, l'ensemble des activités qu'un touriste peut s'offrir dans le Vieux-Montréal se multiplie année après année, mais restera toujours associé à la composante accueil, qui, à mon avis, fait la différence. Je peux y aller. Moi, j'ai travaillé, ça fait 40 ans, ça fait 40 ans que je travaille dans le Vieux-Montréal, et c'était un endroit sinistre. C'était un peu comme les parties de la Havane qui ne sont pas rénovées, avec quelque chose d'abandonné. Donc, moi, je ne suis pas un résident, je suis un travailleur du Vieux-Montréal. Et le fait que le quartier soit transformé, à cause des habitants, mais aussi à cause des investissements qui ont été faits pour
d'abord accueillir le tourisme, ont aidé la qualité de vie. La rénovation du Vieux-Montréal, quelqu'un qui m'a souligné ça pendant la pause, il y a eu des investissements culturels considérables pour refaire la rue de la Commune, pour rénover des choses. Et donc, le Vieux-Port est devenu un lieu de vie. Et c'est ces éléments-là qui ont sans doute été faits en fonction de ce qui sont les attributs touristiques du Vieux-Montréal, ont un effet aussi sur la qualité de vie. C'est-à-dire que plus c'est beau, plus c'est agréable. Puis ensuite, plus il y a de restaurants qui ont de l'allure, plus il y a de pistes cyclables, la vie des gens qui travaillent dans le Vieux profite indirectement, même s'il y a des tensions, peut profiter d'actions qui ont été conçues pour le tourisme. Les lieux, les pauses, les bancs, les parcs et ces choses-là. Oui, mais je dirais peut-être aussi, il y a une opportunité de lier le Vieux-Montréal avec d'autres quartiers. Le développement fait en sorte que ça se fait déjà, mais peut-être imaginer, je voyais comme un air de famille entre ce qui se passe au Vieux-Port, des activités comme le bateau un peu plus extrême, la cour, et ce qui est imaginé pour l'île Notre-Dame et l'île Sainte-Hélène. Et est-ce qu'un jour, on pourrait, cette offre-là plus familiale, plus physique, plus expérientielle, plus extérieure, pourrait cohabiter? Est-ce qu'un jour, il pourrait avoir un petit bateau qui part du Vieux-Montréal et qui crée un lien maritime avec l'île? Mais l'île Notre-Dame, qui est voisine, a certaines compatibilités et complémentarités avec les familles et les jeunes qui cherchent des expériences plus extrêmes. C'est peut-être plus tard, mais inévitablement, il y a cet axe-là à développer parce que ce qu'on observe aussi, c'est que les gens imaginent des parcours. Donc, il faut imaginer c'est quoi le parcours d'une gang de filles qui vont aller au Bota Bota ou un autre, qui vont aller au restaurant, ensuite qui va aller dans un bar ou une salle de spectacle. Imaginez chacune des types de clientèle, puis leur motivation, puis comment ils pourraient imaginer un parcours. Puis des fois, le parcours pour la famille pourrait partir du Vieux-Port et aller sur l'île et revenir. Mais je pense qu'il y a peut-être des liens à créer physiques pour qu'après, il y ait un vrai lien, parce qu'il y a une opportunité extraordinaire. N'importe quelle grande ville voudrait avoir ça à proximité, mais dans le cas du Vieux-Montréal, c'est à côté. Paul? J'aimerais, à ce sujet-là, faire remarquer que tout ceci est une question de développement, donc de vision. Qui a la vision? Qui a une vision globale des choses? Est-ce que c'est l'organisme qui organise cette journée de colloque sur le tourisme? Est-ce que c'est Tourisme Montréal? Est-ce que c'est la ville de Montréal? Est-ce que c'est un ensemble d'organismes touristiques? Est-ce que c'est tel ou tel organisme à caractère culturel? Je dirais que c'est l'affaire de tout le monde. Et le développement touristique, qui implique toutes les connotations que peut représenter un produit touristique, une destination, relève de l'ensemble de la société. J'aurais envie de faire le tour de la salle si on avait le temps, de faire un appel pour savoir qui représente la ville de Montréal ici, qui représente Tourisme Québec, qui représente l'UPA parce qu'il y a des chevaux d'appliquer, qui représente les restaurateurs. Tout ce monde-là, tout le monde, nous sommes tous dans le tourisme. Le tourisme, c'est l'ensemble des activités économiques et non pas quelque chose de saucissonné, tronçonné, ghettoisé qui s'appelle tourisme. Il y a quelques années, j'avais rédigé un article qui recensait, faisait un état de la sphère touristique au Québec. Il n'y avait que 350 organismes qui s'occupaient de tourisme. Donc, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de savoir à qui on va donner la responsabilité de régler tel problème. Mais on passe son temps, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans que je suis les affaires touristiques au Québec. On passe son temps à faire des colloques, des assises, où les mêmes personnes sont dans la salle, et les mêmes personnes se parlent entre elles, qui sont des responsables d'organismes touristiques. Mais les entrepreneurs touristiques ne sont pas dans la salle. Ils sont occupés à développer leur affaire, à recevoir le client. Et ce sont des technocrates du tourisme qui défendent leur poste, leur job,
leur petit royaume sur le terrain et qui sont en poste depuis toujours et qui font élire tel ou tel président, qui défendent le directeur général qui est encore en poste depuis toujours, et c'est comme ça. Et qui mène? Est-ce qu'il y a un chef à bord? Est-ce qu'il y a une vision globale pour le tourisme, pour Montréal, pour le vieux Montréal, pour les quartiers? Quel type de vision? Quelle vision pour arriver à un développement? Développement, ça veut dire des lieux disponibles. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on autorise? Est-ce qu'il y a des bâtiments industriels? Je parlais tout à l'heure de Myland. Il y a dans le Myland, à proximité de ces lieux fréquentés par les touristes ou les visiteurs, il y a des usines qui sont en perte de vitesse, qui est autrefois dans le textile, et aujourd'hui, il y a des ateliers d'artistes. Il y a des cafés bio, des choses comme ça qui se montent autour. Mais ça prend une vision. Qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments désaffectés qui avaient une vocation tout autre, donc industrielle à une certaine époque? Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va devenir? Et dans quel contexte global ça s'inscrit? C'est l'affaire de tout le monde. Quand est-ce qu'on parle de tourisme? Quand vous, SDC, vous décidez d'en parler, quand est-ce que le sujet est abordé à l'échelle de la ville de Montréal et plus globalement au Québec, quand une ministre du Tourisme ou un gouvernement a besoin de se défendre? Et là, on fait des assises en disant « on va vous écouter ». En fait, ils arrivent avec des solutions toutes faites. Et qu'on va écouter pendant une journée en disant « ça y est, on s'est reparti pour 5 ou 10 ans ». C'est comme ça depuis que je connais le tourisme au Québec. Bon, mais il y a pas, voilà. Ça ne pose pas une autre question? Parce qu'on a deux exemples ici d'implantations qui n'ont pas été planifiées par qui que ce soit. C'est des choix. Sidley, je dis, on s'installe là. C'était après les programmes de subvention, probablement. C'est sûr que les crédits d'impôt aux emplois R&D ont aidé beaucoup à notre choix. Olivier Gourmando, c'est qu'il y a des actions structurantes d'autorité, peu importe lesquelles. Québec, c'était le parc dans la basse ville, puis le reste est venu jusqu'à un certain point. C'est quoi le dosage entre ce qui doit être planifié et ce qui est induit, qui vient des intervenants qui choisissent de faire des choses, comme dans votre cas? Oui, je trouve ça difficile comme question parce que c'est sûr qu'on va... Je ne sais pas si on va jamais arriver à laisser tomber des choses. Ça, c'est comme quelque chose organique. C'est difficile pour une ville de... Je comprends que... Je ne sais pas comment organiser. Ton question est tellement bonne, mais j'ai aucune réponse pour ta question. Mais j'ai l'impression qu'il faut toujours laisser un peu l'espace pour les choses créatives et organiques d'arriver dans un quartier on ne peut pas planifier tout. En fait, quand on laisse et supporter le monde individuel des petites entreprises, souvent, c'est les meilleures choses qui arrivent. Qu'est-ce que je trouve très difficile à Montréal, surtout? On veut tous être ici parce que c'est une ville magnifique. Et en fait, qu'est-ce que je l'adore de le Myland? J'ai vécu là pour des années aussi, que c'est tout le monde qui est là. French, English, Portuguese, Jewish, rich, poor, you name it. C'est vraiment le vrai tranche de Montréal at its best, dans mon opinion. Et je trouve que c'est dur à moyen de faire quelque chose et être supporté. Justement, pas avoir comme une sentir des bâtons dans la rue, de arrêtez-toi à chaque pas. Nous, on voulait mettre une scène pour Olivier Gourmando, juste une scène. Maintenant, c'est très difficile, tout est non, c'est ni. On mettait une bande extérieure, on était fine every 2 semaines, et je regarde ça et je dis, bof, à côté, on a des néons, des choses à pas de sens, et je trouve que c'est une ville qui, dans une passe, ça supporte pas très bien des choses dans un sens bien faites et très créatif. Il faut vraiment tu battu très fort pour être une petite entreprise. Toi, tu parlais d'une tax break. Moi, j'aimerais avoir une tax break, mais j'en ai pas une. Je suis comme, intéressant. Oui, mais ça prendrait... Il y a une certitude. C'est sûr que peu importe comment on peut imaginer l'avenir, puis essayer de décrire qu'est-ce qui va se passer, mais il y a une certitude, c'est que les commerçants ont un rôle important dans la vitalité d'un quartier, la diversité, puis
éviter d'être homogène. Puis quand on se définit, puis on essaie de plaire à une clientèle qui est la clientèle touristique, c'est la meilleure façon de devenir homogène. Alors quand on se force à penser à une clientèle qui est un peu plus ciblée, plus décalée, qui après va être précurseur de quelque chose, puis après le volume viendra, bien, c'est un risque financier pour un commerçant de s'installer avec une clientèle bien particulière en tête, qui n'est pas dans la loi du nombre, mais qui avec le temps va le devenir. Ça prend de l'aide aux commerçants pour être capable de bâtir, comme ils l'ont fait pour nous dans la recherche et développement, dans le multimédia. Il y avait 40 du salaire si la personne était dédiée à du travail multimédia qui était payé par le gouvernement, un tax credit. Il faut dire que le loyer était aussi très élevé. Une fois que les crédits sont tombés, le loyer est très cher, mais d'avoir l'équivalent pour les commerçants, ça serait extraordinaire. Moi, je pense que c'est un must. Et ça s'appelle avoir de la vision. C'est-à-dire que l'autorité publique qui coordonne facilite l'installation, favorise, encourage, élimine un certain nombre d'obstacles, réduise le nombre de permis, etc. Parlez des commerçants qui s'installent notamment dans la restauration, vous aurez une idée de la course d'obstacles qu'ils ont à parcourir avant d'ouvrir. Bon, il y a des choses peut-être, parce que c'est appliqué à la lettre, est-ce qu'on peut simplifier ça? Est-ce qu'avoir de la vision, ce n'est pas d'abord faire ça, c'est-à-dire, venez chez nous, il y a des choses à faire, il y a des lieux disponibles, il y a des locaux disponibles, voici les outils qui vont vous faciliter votre installation, et votre idée est intéressante, et on l'encourage. On vous encourage, et allez-y. Et dans ce sens-là, il y a le grand darwinisme des quartiers. Il faut réfléchir aussi, j'invite les gens du Vieux-Montréal à voir l'écologie, la grande écologie montréalaise. Des quartiers apparaissent et disparaissent. Je parlais tout à l'heure, Nouveau-Saint-Roch à Québec, et généralement vont partir du même système. Je pense à Berlin-Est dans les années 2000, c'est-à-dire là où le loyer n'est pas cher, là où il y a une clientèle jeune, là où les artistes s'installent. Par définition, ça recrée des quartiers. Je me rappelle, Charles Lapointe, l'ancien PDG de Tourisme Montréal, disait il y a quelque chose de particulier à Montréal. Et toute la stratégie touristique des 15 dernières années était autour d'un centre-ville extrêmement fort, en disant il y a 3 places en Amérique du Nord où le centre-ville est animé, Montréal, San Francisco, New York. Et les autres ne sont pas animés d'une vie en dehors des heures de bureau. Et je pense que notre centre-ville, à cet égard-là, ne joue plus le rôle qu'il avait. Je parlais du plateau. Le plateau ne joue plus le même rôle qu'il joue, peut-être un peu plus de présence pour les résidents. Et il y a une redéfinition. Donc, Griffintown, effectivement, qui juxtapose le centre-ville est dans un boom important. Boom immobilier, boom de nouvelles occupations, de nouvelles restaurations et tout et tout. Et donc, le vieux Montréal s'inscrit, encore une fois, dans une logique d'une espèce d'écosystème. Il y aura avantage. J'ai eu le plaisir d'être sur le conseil d'administration du partenariat du quartier des spectacles. On regarde toute la dynamique, donc, la festivalière, la place des festivals qui a coûté très cher pour des festivals en public extérieur où on attire des gens. C'est une bonne chose. Pourtant, arrive le 10-30, arrive l'amphithéâtre qui s'en vient à Laval et on commence à avoir une dynamique même métropolitaine où les gens retrouvent à proximité de chez eux une trame de restauration, de divertissement et de commerce, où la bagnole est tout à l'honneur. Hein, sur la Rive-Sud, ça sera bientôt la même chose à Laval. Et on aura un nouveau questionnement à se faire sur qu'est-ce qu'on a de plus à offrir. Et si les citoyens, si les résidents ne font pas partie de l'équation, et si on nuit au commerce ou si on nuit à la présence des bureaux, puis je pense aussi dans cet écosystème-là, hein, le centre-ville est en train de un deuxième pôle qui descend vers le Centre Bell également. On est dans une écologie, je suis d'accord avec toi, Paul, qu'une réflexion globale. On ne peut pas y aller seulement sur des initiatives d'investisseurs ou de promoteurs. On ne peut pas seulement y aller sur la bonne volonté, la bonne foi. Et je pense que le vieux Montréal, et moi, je ne pense pas qu'une seule personne peut décider, je crois à la gouvernance. En 2015, on est rendu là. Et c'est certainement pas les pouvoirs publics et les paliers supérieurs qui prendront ces décisions-là. Le vieux Montréal va être impacté par un nouveau gouvernement au fédéral. Toute la question de la volonté de la Ville de Montréal de récupérer la Société du Vieux-Port qui est passée à la Société immobilière du Canada. On comprend qu'on est dans une dynamique qui dépasse de loin, effectivement, et le tourisme et le simple énoncé de vœux pieux et de bonne volonté.
Je donne la parole. Juste avant que vous poursuivez, c'est tellement intéressant que les gens écoutent et ont moins soif d'intervenir. C'est que si vous avez le désir de participer à cette discussion-là, levez la main et annoncez-vous. Et on poursuit. Vas-y, Paul. J'ai séjourné il y a quelques mois à Nantes, une petite ville de l'ouest de la France, qui a connu de gros problèmes d'emploi, fermeture d'un chantier naval situé sur l'île de Nantes au centre-ville, fermeture d'une entreprise mythique qui est Lu, les biscuits Lu, qui existe depuis toujours, qui existait depuis toujours. Donc, perte d'emploi, une main-d'œuvre qui venait travailler mais qui contribuait à faire vivre le centre-ville. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La ville de Nantes, et en fait Nantes Métropole, avec les municipalités aux alentours, ont créé un organisme qui s'occupe de culture, de gastronomie, de tourisme, tout ça à la fois, de promotion, de développement, tout ça à la fois. Et travaille avec les viticulteurs de la rive sud de la Loire, parce que Nantes, c'est aussi la porte d'entrée du vignoble. Ils ont créé une ligne qui amène le touriste, une ligne verte à travers la ville qui amène le touriste à suivre un itinéraire culturel d'un point à un autre. Ils ont donné le mandat à des artistes du monde entier pour créer des œuvres significatives dans la dizaine de municipalités des alentours qui sont membres de Nantes Métropole, donc qui donnent des raisons aux visiteurs d'aller d'un point à un autre et de faire vivre aussi les petites communautés municipales aux alentours. Donc une vision globale qui était celle de M. Ayrault, ex-premier ministre français. Et ça m'a intéressé de très près, dans la mesure aussi où ils ont redonné vie à l'espace qui était occupé par les chantiers navals, et notamment un atelier de création tout à fait unique qui conçoit des machines. Ça s'appelle les machines de Nantes. Ils ont créé notamment un éléphant, un énorme éléphant articulé qui peut se déplacer, à bord duquel on peut monter, et de temps en temps, l'éléphant se déplace dans la ville et c'est un événement. Mais l'atelier lui-même se visite, les gens peuvent monter à bord de l'éléphant, ils conçoivent d'autres machines. Les Chinois les font venir maintenant, c'est-à-dire cette équipe-là qui a créé ce genre d'attrait tout à fait farfelu. Comme spécialistes, on les consulte un peu partout dans le monde. Comme le Cirque du Soleil vient s'installer dans le Vieux-Montréal et est implanté un peu partout dans le monde. Et tout ça amène une hausse du tourisme. Il y a un groupe de travail au sein de l'organisme qui s'appelle Le Voyage à Nantes et qui inclut toutes ces choses-là dont on parle, c'est-à-dire culture, tourisme, gastronomie. Une équipe qui s'occupe simplement de produire un guide des restaurants. Et il y a un conseil, un comité de sélection des restaurants qui se répartit la tâche de visiter les restaurants qui doivent être authentiques et non pas un McDo, qui doivent servir du vin de muscadet au moins, et s'ils en servent plus, ils ont une étiquette particulière. Et ils sont sur Internet, ça ne coûte rien. Ils sont dans un guide et ça ne leur coûte rien. Et c'est une promotion globale et de l'authenticité de la cuisine de la ville grâce aux produits terre et mer de la région et notamment du vignoble. Et là, j'arrive et je conclus là-dessus à la question de l'authenticité des produits vendus dans les boutiques de Montréal. Je ne dirais pas du Vieux-Montréal, je ne les fréquente pas beaucoup. Mais à l'occasion, j'ai la visite d'Europe. Et puis ils me disent, tiens, on va aller visiter le Montréal souterrain. Je dis, parfait, je vais vous conduire, on se donne rendez-vous, je vous attends là. Et ils font les boutiques. Et ils sortent. Les derniers, c'était un groupe de chefs, dont un chef étoilé. Et qui me dit, on est parti pour un beau séjour, mais on a laissé nos épouses à la maison, il faut qu'on rapporte des cadeaux. Mais il n'y a que des cadeaux fabriqués en Chine et des produits fabriqués ailleurs. Il n'y a pas de beaux vêtements, de beaux foulards authentiques venant d'ici. Ça, c'est le problème ici, dans le Vieux, des T-shirts.
et Non. des casquettes. C'est le problème. Mais C'est le problème du t-shirt et des casquettes, mais c'est aussi le problème du beau chandail que vous voulez rapporter comme cadeau durable, qui va faire quelques années, du foulard, d'un vêtement, et des gens qui étaient prêts à dépenser. Ils avaient le budget, ils ont le train de vie qui va avec, et ils étaient déçus. C'était ça leur déception. Mais moi, effectivement, je regarde le sondage que vous avez présenté et j'ai du mal à voir le lien entre le type de clientèle qu'on peut identifier et une partie de l'offre commerciale qu'on adresse. Je suppose que ça fonctionne puisqu'ils survivent, mais il y a toujours un bug là. J'ai une autre question, parce que ça revient à ce que Paul Arsenault disait, il y a un qui décide dans une espèce le nombre de décideurs en tourisme est énorme. Un changement de géographie touristique et aussi un changement du tissu urbain. Et là, finalement, ici, c'est le SDC qui organise cette rencontre aujourd'hui, où on parle de tourisme. Et le Vieux-Montréal n'est pas seul, n'est pas sur une île. Il y a le Vieux-Port qui est fédéral, qui est en principe une autre entité. Il y a une interaction, et Diane pourra en parler, entre le Vieux-Montréal et Griffintown. Le quartier des spectacles dont vous parliez est à côté, puis il y a aussi des interactions. C'est comment on vit avec ça, avec cette multiplicité des décideurs qui ont évidemment une logique locale et une réalité qui l'est beaucoup moins. Et je vais commencer par Diane parce que vous déménagez en partie. Oui, mais je veux être sûre que je comprends la question. Oui, C'est quoi la question? Comment on fait pour dealer entre le vieux? Le vieux n'est pas dans une île. Le tourisme, même les gens qui viennent dans le vieux, vont traverser la rue McGill, vont aller ailleurs, vont monter. Et comment on fait pour gérer tout ça? C'est-à-dire qu'avec des entités comme le SDC qui s'occupe de Montréal, l'arrondissement Ville-Marie qui s'occupe d'une partie de Montréal, comment on fait pour gérer tout ça quand les gens bougent et les gens ne sont pas au courant qu'il y a des frontières administratives? Ça, c'est la question générale. Puis la question particulière, c'est pourquoi vous allez dans Griffintown. OK, parce que je suis comme le monde qui décide tout ça, c'est encore les mystères pour moi, c'est ça le problème peut-être. Mais pour moi, j'ai choisi le Griffintown pour notre prochain restaurant qui est déjà ouvert une semaine. C'est pour ça les cernes, mais bon. Parce que, en fait, j'aime beaucoup les restaurants dans les quartiers qui commencent. Quand on fait une fois après, on devient un peu spécialiste dans cette feeling-là. J'aime ça. Le Griffintown, c'est une place qui existe en théorie. Et des fois, je pense même, j'inquiète que ça va vraiment exister comme le monde dit, parce que c'est tellement des condos, c'est tellement des choses qui sont promis, qui vont arriver là. On va voir. Mais c'est intéressant parce que ça va vraiment être beaucoup de monde qui vivent dans une particulière place. De monde nouveau de cet espace-là. Et tu as beaucoup de chance, un peu cowboy frontière, que j'aime beaucoup, être en premier pour développer un peu le feeling de le quartier et peut-être attirer d'autres mondes qui vont vouloir faire des choses. Mais moi, qu'est-ce que j'appelle des vraies choses, avec des vrais propriétaires qui travaillent là, pas des espèces d'investisseurs ou des entreprises avec des mondes en arrière de ça qui sont vraiment présents. À date, c'est ça qui installe un peu et ça m'attire beaucoup. Et pour moi, le Griffintown, c'est un petit peu comme une extension de le vieux, mais le côté le vieux que moi je connais, avec le canal et tout, c'est juste kind of naturel pour moi d'aller dans cette direction-là. C'est pour ça qu'on a choisi. Go West. Oui, Go West. Yeah. Il nous reste 5 minutes. Ça veut dire que ça a passé très vite. Il nous reste 5 minutes et donc ça nous donne, et pas de questions. Ça veut dire que, il y en avait des questions. On commence, on y va pour conclure avec ça. Et les réponses à ces questions seront aussi vos conclusions. Bonjour, Françoise Espy-Bourseau. Je suis vice-présidente de l'Association des résidents du Vieux-Montréal. Et oui, il y en a. Il y en a à peu près 5000 actuellement, nous dit-on. Il y a deux choses que je remarque dans le Vieux-Montréal. J'y habite depuis 15 ans. Je suis à l'association depuis 15 ans. J'ai dirigé le journal Le Vieux-Montréal qui, malheureusement, est mort il y a 2 ans, faute de fonds, faute de combattants, à cause de la conjoncture. Je remarque une désaffection
dans le Vieux-Montréal, des résidents. Et il y a le côté un peu ras-le-bol, il y a le côté bruit, il y a le côté ça dérange un peu, il y a le côté... Il y a ce côté également des anciens résidents qui aiment le quartier, qui veulent... à l'association, notre désir le plus grand, c'est de vivre en harmonie avec tout le monde. Parce que nous ne voulons pas déserter notre quartier, nous l'aimons, nous l'avons choisi. Et le côté positif, c'est que je remarque qu'il y a de plus en plus de jeunes dans le Vieux-Montréal. Dans l'immeuble que j'habite, où il y a quand même 60 appartements, je n'avais jamais vu de bébés, de jeunes enfants. C'était tous des gens d'un certain âge. Et je croise maintenant dans l'ascenseur des jeunes couples avec des bébés, avec des jeunes enfants, des jeunes couples sans enfants qui démarrent. Et je trouve que c'est très encourageant. Et j'apprécie beaucoup tout ce que vous avez dit aujourd'hui sur le Vieux-Montréal. Et je crois qu'il y a une possibilité de vivre en harmonie avec les bars, avec les touristes, avec tous ces gens-là, parce qu'on remarque une chose. Bon, on est un peu envahi l'été, mais pas à ce point-là non plus. Et bon, ils partent presque tous à l'automne. Et puis l'hiver, bon, on a la neige avec le bruit des sabots et tout ça, la carte postale, c'est merveilleux. Et on s'ennuie un peu. Puis quand ils reviennent et puis qu'on les voit faire la queue à la basilique Notre-Dame, ben, on est content. Parce qu'il y a une belle animation, il y a des gens... D'ailleurs, dans le journal, nous encouragions toujours nos résidents à aller acheter des cadeaux, aller acheter leurs croissants, à encourager nos résidents, nos commerçants à fréquenter les boutiques du Vieux-Montréal, à leur donner la possibilité, justement en période un peu plus creuse, de faire quand même des affaires, de fréquenter les restaurants du Vieux avant de penser d'aller ailleurs. Et c'est cette fusion-là, c'est cette harmonie entre tous qui fait que ce quartier est agréable à vivre et qu'il est beau et qu'il est formidable et que, bon, il y en a peut-être quelques-uns qui vont le déserter, mais je vous jure qu'il y en a plusieurs qui vont rester. Merci beaucoup. Ça fait une belle synthèse. Merci. Puis, il y avait une autre intervention. Qui avait levé la main? Puis ensuite, je vais vous demander de conclure. C'est difficile, après madame, d'avoir des propos. Mais je veux réagir à ce que vous disiez concernant les zones, les territoires et la compétitivité qu'il peut y avoir entre ces zones. Moi, je suis responsable de la SDC, qui est voisine de la SDC du centre-ville. Et on ne se voit pas en compétition. Ça a déjà été le cas dans le passé. Il y a des gens qui voyaient les différents territoires comme étant des territoires compétitifs, mais au contraire, on travaille en complémentarité. Et avec tous ces zones dans Montréal, il y a le Vieux-Montréal, il y a, comme vous avez dit, le quartier spectacle qui est sur notre zone, mais on travaille tous ensemble et il y a de la place pour tout le monde. Le vrai compétiteur n'est pas sur l'île, il est à l'extérieur de l'île. Et vous parliez de grande gouvernance, mais il n'y en a pas de grande gouvernance. Sinon, pendant les 15 dernières années, ce que souhaitaient les gens de développement économique et de développement urbanistique à Montréal, c'était de créer de la nouvelle taxe foncière. Alors, n'importe quelle zone qui pouvait développer, ils le faisaient pour augmenter l'assiette de taxe foncière. C'est de là qu'est créé Griffintown et d'autres projets. Maintenant, on pense que ça va changer avec la nouvelles élections fédérales. Jusqu'à récemment, pendant 10 ans, le responsable de Montréal au niveau fédéral, il venait du Lac-Saint-Jean. Là, ça va changer un peu. La même chose au municipal. Au municipal, c'est tout près de nous, mais pendant 10 ans, les membres du comité exécutif étaient majoritairement tous des anciennes banlieues de Montréal. Personne ne représentait le centre, que ce soit le Vieux-Montréal ou le centre-ville. Alors, tout ça est en train de changer. Peut-être que ça va nous donner des politiques globales plus respectueuses de ce qui est le centre, le Vieux-Montréal et les quartiers environnants. Merci. On va l'espérer. Intervention empreinte de sagesse. Madame. Je vais être très brève, mais je trouve... Merci à tous pour vos idées tellement enrichissantes. Mais je vais opter pour l'approche de monsieur qui parlait d'une concertation globale. L'un n'empêche pas l'autre avec la créativité, mais tous les acteurs qui sont appelés à œuvrer de près ou de loin auprès des touristes
doivent se mettre ensemble. Et je suis bien d'accord. Pourquoi juste la CDC ici? Il devrait y avoir plein d'autres intervenants qui devraient être ici, qui sont concernés avec le tourisme. Et au lieu de voir des irritants, parce qu'on veut faire vivre une expérience aux touristes, on a parlé brièvement des îles de la Madeleine, on ne va pas comparer, mais je trouve que cet exemple-là, quand même, est très intéressant. Les gens de l'île, lors de la période touristique, doublaient la population et triplaient. Au lieu de voir ça comme une chose négative, ils se sont dit, on va interpeller tous les acteurs. Alors, la restauration, les hôtels, tout le monde travaille ensemble, les visites touristiques et même le transport ont changé, ont progressé en fonction du fait que nous avons un produit. Pourquoi est-ce que tous les acteurs ne voient pas ça de façon positive et qu'on se mette ensemble à travailler en collaboration? Alors, moi, je pense que les solutions vont passer que par une concertation de tous les acteurs, de près ou de loin, qui vont être écoutés et qui vont pouvoir participer aussi à faire en sorte que ça soit toujours un lieu d'accueil intéressant pour faire vivre une expérience. Merci beaucoup. On fait un dernier tour de table. Je commence par la fin. Je m'en viens. On apprend à travers les études qu'on réalise que tous les visiteurs qui veulent voir comment vivent les Montréalais ont tendance à vouloir visiter le vieux Montréal et les centres-villes. Donc, ça ne diminuera pas, sauf que les motifs pour lesquels les gens voyagent et se déplacent, eux, se changent et se modifient au même rythme que nos motivations à consommer d'autres produits y arrivent. Donc, continuer à étudier et à mesurer le phénomène et surtout les variables qui permettent de découvrir les traces que nos modes de vie ont laissées dans la société. Et l'endroit le plus intéressant pour le voir, c'est le Vieux-Montréal. L'objectif est de visiter pour des motifs anthropologiques et non pas pour des motifs économiques. Merci. J'aurai l'occasion, j'ai la chance de venir cet après-midi, mais message optimiste, le Vieux-Montréal a évidemment toutes les ressources, tout ce qu'il faut est déjà touristique. Alors ça, c'est pas inquiétant, mais je suis sensible également à cette écologie et à ce mouvement-là. Je repensais tout à l'heure, je suis passé cet été sur les Champs-Élysées à Paris, qui n'est plus l'ombre de l'avenue prestigieuse qu'elle était. Hein. Il y a Starbucks, il y a Disney, il y a Nike et un concessionnaire Renault de l'autre côté, là où était la quintessence de ce qui était, enfin, merveilleux. Donc, il faut faire attention, et je reviens, et Paul le répétera probablement, l'importance de la vigilance et de la planification pour l'avenir et pour des décisions. Avec la bonne nouvelle, comme le disait M. Poulain, qu'il y a un changement dans la gouvernance globale montréalaise, québécoise et canadienne qui va dans le bon sens. Si les touristes viennent à Montréal, c'est pour trouver une atmosphère, essayer d'appréhender une façon de vivre qui est particulière, une métropole francophone en Amérique du Nord. Je parle des étrangers. Quand je les regarde au marché Jean Talon, ils viennent chercher des odeurs, des couleurs, des saveurs. Ils vont goûter le blé d'Inde qui est cuit sur place et qu'on peut déguster. Ils vont parler avec les vendeurs, s'interroger sur tel ou tel produit. Ils vont aussi aller à la boutique des saveurs du Québec qui réunit toutes sortes, des centaines de produits de toutes sortes, de toutes les régions. Et c'est l'avantage de cette boutique-là de trouver dans un seul endroit des cadeaux pour tout le monde, dans le plus petit au plus imposant, dans tous les prix. Et c'est magnifique. Qu'est-ce qu'un marché public a comme intérêt touristique? C'est normalement de rassembler une clientèle locale du quartier, en premier lieu. Et c'est là que le touriste peut vraiment rencontrer le résident. Parce qu'autrement, dans un événement touristique dans le Vieux-Montréal, qui est résident, qui ne l'est pas, qui est montréalais, qui ne l'est pas et qui est du quartier, je ne sais pas. Mais imaginez un lieu, comme il y a actuellement de plus en plus de marchés de quartiers, notamment bio à travers Montréal. Ce lieu-là a l'avantage de réunir le curieux qu'est le touriste et qui veut voir ce qu'on propose, et de réunir
Donc aussi les résidents qui viennent s'approvisionner là parce que le produit est de qualité, le produit est authentique et le produit vient de quelqu'un qui a la passion de la qualité et qui vient de quelques kilomètres passer le pont. Donc authenticité, rencontre, défendez votre qualité de vie si vous voulez qu'il y ait rencontre ou autrement les gens passent pour un événement, restent quelques instants, passent dans une boutique, achètent et vont ailleurs. Créer les occasions authentiques de rencontres et non pas seulement des événements qui sont planifiés par des compagnies qui vont s'installer là pendant quelque temps. Et c'est très artificiel. Quel est le vrai milieu de vie que vous avez et de lieu de partage que vous avez, indépendamment des salles de spectacle ou des lieux culturels? Est-ce qu'il y a des points de rencontre de la vie quotidienne qui vous réunissent? Merci. Diane? Je pense que le Vieux-Montréal va être toujours touristique et ça doit être à cause, surtout de l'architecture, c'est le côté, le vieux port de notre ville. Et en fait, c'était pas normal que c'était tellement abandonné à ce côté-ci quand on pense à prendre soin de nos bâtisses importantes. Mais qu'est-ce que je trouve très intéressant, c'est le côté est était toujours développé, si tu veux, comme en fonction d'être touristique. Et je trouve que tu peux voir le côté ouest as un bon exemple ou comme un expériment naturel, si tu veux, c'était aucunement développé comme ça. C'était je sais pas comment on dit ça, c'est juste naturel. Qu'est-ce qui est arrivé dans ces coins ici. Et maintenant, c'est un peu le spot touristique, si tu veux, avec 5 grands hôtels, avec tous les beaux restaurants, tout qui est vraiment beau et intéressant. Malheureusement, c'est dans ces coins ici pour le moment, à part de certaines choses, malheureusement. Mais oui, je trouve ça intéressant parce que c'était rien qui est fait exprès pour attirer les touristes. C'est une super bonne comme un échantillon pour voir comment ça peut être si on laisse les choses arriver un peu naturelles, un peu plus comme qu'est-ce qu'on veut comme ville. Et après, le monde, ça intéresse beaucoup. Et après ça, c'est fun parce que là, on travaille dessus, comme tu dis, les petits parcs sur l'eau, sur le côté des muséums qui sont vraiment beaux. Le Fire Center, c'est un exemple incroyable qui est vraiment, oui, c'est vraiment pour le monde qui vit à Montréal, autant que c'est pour les spectacles, pour tout. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Il faut vraiment regarder ça pour voir. Je trouve que ça se dit quelque chose de très important quand tu regardes ça. On peut apprendre des choses importantes de ça. Le mot de la fin. Le mot de la fin. En fait, pour faire suite à ce que Diane vient de dire, il y a comme 2 choses que je voudrais couvrir à la fin. Il y a l'idée d'avoir plus de cohésion entre les différents quartiers pour vraiment optimiser l'interdépendance entre les quartiers. Mais avant, il faut que le quartier lui-même ait une vision de lui-même puis de sa vision. Puis je pense de se définir en fonction des touristes, c'est pas le bon point de départ. Puis peut-être un bon point de départ, le Vieux-Montréal, c'est quoi? C'est des pionniers. Et c'est des artisans. Et moi, je pense que Diane est une pionnière, une artisane de l'autre millénaire d'aujourd'hui. Et les gens ici qui sont dans la salle, à leur manière, autant les résidents, autant les commerçants, vous êtes des pionniers. Malgré, vous avez défriché des rues, vous avez défriché le quartier, vous avez agrandi l'empattement en respectant le lieu lui-même. Mais je pense que l'ADN du Vieux-Montréal, ce sont des pionniers, des artisans. Puis je pense que c'est un bon point de départ pour imaginer quel genre d'expérience on pourrait vivre et quel genre de décalage qu'on pourrait se différencier du centre-ville, du 10-30. C'est facile. C'est des gens d'ici qui vont le faire. Et une fois qu'on a défini un peu plus la vision qu'on a de nous-mêmes en respect de notre ADN, pionnier, je pense que l'inventivité peut naître de ça et une expérience plus singulière pour y retourner. Ensuite, bien, on peut exiger ou essayer d'imaginer, bon, mais avec cette vision-là, qu'est-ce que le centre-ville pourrait nous aider à réaliser cette vision-là, puis avoir une demande, que ça pourrait se faire. Parce que si on attend d'avoir tout le monde qui se parle, puis d'avoir la vision, c'est une chose. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais je pense qu'en parallèle, il y a peut-être des preuves à faire. Est-ce que du centre-ville, on s'attend à une meilleure signalisation vers le Vieux-Montréal? Je pense que le rôle, par exemple, de la place Ville-Marie, la grande place avec le Queenie, avec les dizaines de milliers de personnes qui gravitent là et les millions, est-ce que le rôle du centre-ville est aussi d'attirer les gens et de les envoyer dans le Vieux-Montréal, les envoyer vers l'Est, au quartier des spectacles, et
vers l'ouest, vers le Centre Bell. Est-ce que du côté de Griffintown, pour les résidents, on a besoin d'une école? Est-ce qu'on a besoin de plus d'infrastructures pour les familles? Est-ce du côté de l'Est, avec le CHUM, pour des employeurs et des employés, des résidences puis des services plus appropriés pour la clientèle là-bas? Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a besoin avec l'extension du Vieux-Port qu'on pourrait devenir? Qu'est-ce qu'on s'attend de l'île? Oui, il y a une vision globale, mais ça peut être lourd, ce genre de choses-là. Définissez-vous vous-même, après, comment chacun des quartiers... Puis là, le Vieux-Montréal est au centre de tout. Puis c'est peut-être, après, de prendre le leadership sur cette discussion-là qui doit avoir lieu, mais avec des demandes précises puis une vision déjà plus claire. Bien, merci. Parce que vous êtes... Le Vieux-Montréal est dans une ascendance, une croissance extraordinaire. Moi, je me sens privilégié d'y travailler, d'y avoir demeuré, mais c'est surtout grâce à vous. D'abord, merci. Merci beaucoup. Bien, on remercie nos 5 panélistes.